Bon début de semaine à tous, Madame, Messieurs. Merci de nous rester fidèles et de suivre votre magazine Kiosque de ce lundi 13 mars 2023. Nous avons 3 invités dans ce plateau de Kiosque, mais avant de vous les présenter, je m'en vais lire les titres de journaux parus dans la capitale ce 13 mars 2023. L'agence congolaise de presse ACP a titré ce matin « Face aux atrocités rwandaises, le Conseil de sécurité rassure de son assistance humanitaire ». C'est les titres de l'ACP. Et puis Congo Nouveau, toujours par rapport au séjour en République démocratique du Congo de la délégation du Conseil de sécurité. Congo Nouveau d'écrire, intervenant sur la Radio France Internationale d'Epigoma, un membre de la délégation parlant des sanctions infligées à tous ceux qui soutiennent le rebelle du M23, a affirmé que la négociation reste l'outil par excellence pour le Nations Unies. À ce sujet, le potentiel rapporte le propos détenu devant la presse dimanche à Goma par l'ambassadeur français Nicolas de Rivière, représentant de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est important de penser à l'approche dialogue politique pour mettre fin à la crise sécuritaire au nord Kivu. Et puis la tempête de tropique, d'écrire qu'il se dégage que la recommandation à venir risque d'être partagée entre les sanctions contre les commanditaires de l'insécurité à l'est de la RDC, tout comme les négociations impliquant les partis en conflit. Voilà. L'avenir, le quotidien L'avenir a titré « Le Conseil de sécurité n'exclut aucune éventualité concernant les sanctions réclamées par les Congolais contre le Rwanda ». Voilà, ce sont là des titres de journaux parus dans la capitale ce matin. Madame, Messieurs, nous allons analyser donc les déclarations de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont dit, je cite, un large éventail d'outils pour ramener la paix et la sécurité. Les sanctions sont l'un de ces piliers. Mais il n'y a pas que des sanctions, il y a aussi les négociations, et la négociation est un outil par excellence et de la diplomatie des Nations Unies. La délégation des Nations Unies qui a appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités en traitant l'Angola. Avec le président Joao Lourenço, envisage d'envoyer ces éléments en République démocratique du Congo pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est analyse et commentaires, c'est dans Kiosque. Comme je le disais tantôt, nous avons 3 invités dans ce plateau de Kiosque. Puis Gérard Elenga, le premier invité. Bonjour Puis Gérard, bon début de semaine. Bonjour Madame Gisèle, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs de l'émission Kiosque, mais également à mes co-débatteurs avant que vous les présentiez peut-être. Merveille. Non, c'est à moi de les présenter. Voilà, je salue Merveille, le futur doctorant, et puis je salue les cordons Christian Moleka avec qui nous avons une histoire commune. Voilà. Merci de l'invitation. Vous étiez absent de Kinshasa, vous venez du Kasaï central, c'est ça? Oui. Et comment ça s'est passé là-bas? J'étais absent de Kinshasa. Il faut dire que c'était une double mission parce qu'on était parti avec le président de l'Union pour la réussite du Congo, M. Simon Ikamba, et le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Nous avons fait Kananga et ensuite nous avons pris notre vol pour arriver au Sankourou, précisément à Kolé. Et les messages essentiels, l'objet même de ce voyage était l'appel à la sensibilisation par rapport à l'enrôlement. Et pour les déprécités, vous allez vous rappeler ou comprendre sans nul doute qu'ils sont allés mobiliser les troupes au niveau de l'espace Grand Kasaï, et notamment ils ont dit à leurs militants d'être prêts pour les élections, et ils ont passé le message du président de la République qui est celui de la paix. Mais il faut noter un fait rapidement, peut-être, c'est que lorsque nous sommes arrivés à Kananga, les mardis, le mercredi, il y a eu un bruit. Quand moi je prenais mes téléphones, les réseaux, on disait que non, le secrétaire général Augustin Kabouya a été interpellé par les services de renseignement parce qu'il avait dit des choses, je ne sais pas, qui n'arrangeaient pas la société au niveau du Kasaï, alors que c'était juste une confusion. Et cette précision, je devrais la donner ici pour dire que ce n'était pas le secrétaire général Augustin Kabouya, mais c'était plutôt le député Martin Kabouya. Qui avait dit quoi? Voilà, Martin Kabouya, qui est député
et qui avait tenu des propos tribalistes. Okay. Il avait tenu des propos tribalistes au niveau de Kananga, et ce n'est même pas le gouverneur, c'est plutôt les services de renseignement qui avaient mis, en fait, qui l'avaient interpellé. Il avait été auditionné, et voilà que c'était au niveau de cette confusion-là par rapport au nom Martin Kabouya et Augustin Kabouya. C'était plutôt Martin Kabouya et non pas Augustin Kabouya. Donc il y a eu confusion de noms. Il y a eu confusion de noms. Okay. Et au finish, il y avait une réussite totale. Je suis arrivé au Sankourou. En tout cas, ce que je vis là-bas, je me demande, les Mende, les Okende, ils sont nombreux là, au Koto et consorts. Je me demande de cette province que Kabila avait bien servi, parce qu'il faut se dire que pendant le régime passé, les Sankourou avaient été bien représentés au niveau des institutions. Mais ce que je vis là-bas, c'est vraiment déplorable. C'est pourquoi j'encourage les jeunes leaders comme les Simon Ikambala, qui se battent pour la cause du chef de l'État, de continuer à amener un peu ces vents nouveaux pour que les choses puissent changer. Parce qu'avec ces vieux-là, il faut les forcer, qu'ils aient une retraite, vraiment, qu'ils aillent un peu se reposer. Ils ont donné le meilleur d'eux. Je pense qu'il est temps pour que la classe politique congolaise puisse être réunie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement dans le Sankourou? Non, mais franchement, j'étais à coller. Ce que je vis là, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, alors très compliqué. Même si les oncles m'ont demandé de danser, mais je me suis dit, comment vous vivez ici? Comment vous vivez ici? C'est très compliqué. Alors, on espère bien qu'avec ces programmes de développement de 145 territoires, qui est prôné par le chef de l'État, va effectivement atteindre tous ces territoires et qu'il n'y aura pas de récupération d'ordre. C'est nous les leaders ici, parce que vous allez vous rappeler qu'au-delà de tout, on peut dire, mais Kabila avait à donner l'argent pour qu'on puisse développer la province du Sankourou. Mais c'était la guerre entre les Mende, les Okoto, tous ces mondes-là qui étaient à la majorité. Et finalement, il n'y a eu presque rien dans cette province-là. C'est ce qui m'a vraiment étonné. Et ça doit être des choses qui ne peuvent plus jamais se répéter, parce qu'enfin, nous devons entamer le chemin du développement. Et en 4 ans d'effectivité, le développement n'est pas passé par là également. Non, mais écoutez, en 4 ans, on est en train de faire justement quelque chose. On fait quelque chose, on est en train de construire, on est en train de faire quand même des choses qui sont visibles. Sans toucher les Sankourou. Non, mais ça touche également les Sankourou. Je suis entré dans une logique de comparaison entre les régimes passés et ce qui se fait actuellement. Ok, alors sans pour autant monopoliser la parole avec vous, j'aimerais, parce que vous avez parlé du secrétaire général de l'UDPS, j'ai suivi une de sa déclaration par rapport il a essayé un peu d'apporter le correctif par rapport à ce qui se raconte au sujet du rapprochement entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Madame, sans fausse modestie, il faut se dire quand même qu'on est un petit peu, si pas au centre, mais aux alentours quand même de ce qui se passe là. Et tous ici sur le plateau, à la fois comme journalistes et politiques et leaders d'opinion, on suit les choses de très près. Ça, c'est une fausse stratégie. Vous savez, on a commencé par cette histoire de contrat chinois qui a déballé les caractères irresponsables de ceux qui ont dirigé ces pays avant, avec tout ce qu'il y a comme contrat léonin, avec tout ce qu'il y a comme détournement et consorts. Et tout de suite, c'est un Nanga qui nous a sorti ce discours il était témoin de l'accord politique qui avait été signé. Sauver le pays. Et jusqu'ici, cet accord, on demande où est cet accord, l'accord n'existait pas. Et après, tout de suite, on saute autour de négociations secrètes. Mais écoutez, négociations secrètes entre Tshisekedi et Kabila, pour l'instant, pour aboutir à quoi? Ça n'existait pas. Il n'en est pas question. Non, il n'en est même pas question. Tshisekedi et Kabila ne sont pas des ennemis. Ça, il faut les noter. Ils peuvent se parler. L'un, c'est un président en exercice. L'autre, c'est un président, un président honoraire, prédécesseur et successeur. Donc, ils peuvent se parler, ça ne pose pas de problème. Mais les choses telles qu'on veut les présenter là, dans le sens de ce sont des négociations secrètes parce qu'ils veulent parler de quoi que ce soit, je pense qu'il n'en est pas le cas et c'est juste une fausse rumeur. Il n'y a rien dans ce sens. Mais là aussi, c'est le secrétaire général qui a parlé, mais il n'est pas le porte-parole du chef de l'État. Non, là, mais le secrétaire général de l'UDPS, attendez, l'UDPS est ce parti-là auquel appartient le chef de l'État. Et Augustin Kabou, il ne faut pas lui en vouloir. Il est le secrétaire général de l'UDPS. Il n'est pas porte-parole du chef de l'État, mais croyez-moi, rien dans ce sens-là se passerait et qu'Augustin ne soit pas informé. Merci. Merci. Sinon, Merveille va se fâcher si vous avez eu beaucoup de temps. Alors, il a déjà eu beaucoup de temps, ça c'est vrai. Bonjour, bon début de semaine. Merci beaucoup. Je salue les invités, je salue Gérard qui vient
d'une tournée avec le secrétaire général Augustin Kabouya. D'ailleurs, il est là en et le président de l'IRCO. Oui, il est là en train de restituer, la descente du secrétaire général de l'UDPS. Mais moi, je n'aimerais pas beaucoup plus insister sur ça parce que l'UDPS, c'est un fin privé, un parti politique comme le PPRD, comme Ensemble. Moi, comme tous les autres. Comme tous les autres, voilà. Je préfère ici insister beaucoup plus sur ce qui touche la nation congolaise. Mais avant tout, j'aimerais aussi aborder un sujet que je trouve important. On a vu tout au long de la semaine, la plainte du ministre d'abord de la Défense contre le confrère Boujakera. Ça a été retiré. Permettez-moi de terminer la clameur qu'il y a eu. Et finalement, on a vu le ministre de la Défense d'abord retirer sa plainte et ensuite dire qu'il n'était même pas au courant qu'il s'agissait de Boujakera. Mais écoutez, ça c'est irresponsable. Vous portez plainte contre quelqu'un que vous ne maîtrisez pas le nom et on vous donne un conseil sans pour autant vérifier, vous vous précipitez à porter plainte. Mais ce n'est pas digne d'un homme d'État parce que regardez ce qui s'est passé. Il y a eu clameur, on a commencé à citer des noms. J'ai vu les confrères Innocent Olinga dans Scoop RDC citer même le nom du président honoraire du CESAC, l'abbé Bahala, que j'ai vu, il a démenti. Et là n'est pas d'abord le problème. Le problème c'est pourquoi avoir porté plainte contre un journaliste qui n'a fait que relayer le compte rendu du Conseil des ministres. Si vous avez très bien suivi le tweet de Boujakera, il a cité le ministre Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication Patrick Mouyaya. C'est le ministre Patrick Mouyaya qui a fait les comptes rendus et lui comme journaliste, il n'a fait que relayer. Relayer devient un délit de presse. J'ai vu une note technique qui circule, je ne sais pas l'authentifier, où on dit que voilà, Boujakera a mal interprété les comptes rendus du Conseil des ministres. Mais moi j'ai vu, Boujakera n'a fait que relayer. Ici, le fautif pouvait être le ministre de la Communication et des Médias, si et seulement si nous devrions rester dans la logique du ministre de la Défense qui a estimé que voilà, le journaliste a livré des secrets de défense et que le journaliste a relayé le message de l'ennemi. Moi, je pense qu'ici, le fautif doit être le ministre de la Communication et des Médias et non le confrère Boujakera. Et dans ce genre, que la plainte a été retirée. La plainte a été retirée. Et ça ne sert plus à rien. Non, ça sert à quelque chose. Il faut en parler. La plainte a été retirée, mais l'intention. La plainte a été retirée parce qu'il y a eu pression. J'ai vu le journaliste écrire, j'ai vu Scoop RDC écrire, nous tous on a tweeté presque tout le monde, et regarde la clameur, ils ont retiré. Mais ce sont des comportements à décourager. S'il y a un problème, l'UNPC est là, le CESAC est là. Pourquoi ne pas laisser au CESAC et à l'UNPC régler ce problème au lieu d'aller à la justice? C'est surtout que le chef de l'État lui-même le dit, que voilà, lui il est là pour promouvoir la liberté de la presse, mais voir un ministre du gouvernement, Sama Lukonde, qui dépend bien entendu du président de la République, parce que c'est lui le président de la République, traduire en justice un journaliste, ce ne sera pas, ou ce n'est pas à l'avantage de ce régime. Ça doit plus se répéter. Alors Christian Moleka, bonjour. Bonjour. En forme? Oui, ça va, super forme, la semaine commence bien, ça va. Vous n'avez pas un sujet particulier? Il y a un fait de société qui m'a intéressé le matin, c'est le transport en public. Si vous avez remarqué ce matin, il y a moins de véhicules dans nos boulevards et donc il y a moins d'embouteillages parce qu'il y a eu des rumeurs à propos d'un petit mouvement de contestation lié à la nouvelle grille tarifaire que la ville de Kinshasa voulait mettre en circulation. Donc, voulait ou a mis en circulation? Bon, certains disent que ce n'est pas encore officiel, d'autres disent que le document est officiel, on ne sait pas s'il s'agit d'un document officiel ou non. Et donc il y a eu un mouvement de protestation des chauffeurs, et on l'a ressenti aujourd'hui, le transport est très difficile. Je crois qu'il est nécessaire dans une ville aussi, dans une mégapole comme Kinshasa, de régler cette problématique des transports.
qui est essentiellement liée à la hausse des prix des carburants. On a eu, depuis l'année passée, je crois, 3 hausses des prix des carburants et qui a impacté le service de transport. Donc il faut rapidement trouver une solution pour ne pas pénaliser les Quinois qui déjà aujourd'hui marchent à pied. Voilà. Alors je reste avec vous avec le premier sujet, c'est la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a séjourné en République démocratique du Congo après Emmanuel Macron. Alors par rapport à leurs propos, on voit que ils sont allés dans le même sens qu'Emmanuel Macron, appelant les gouvernements congolais à prendre ses responsabilités par rapport à la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle analyse vous inspire ces propos de la délégation du Conseil de sécurité? Je crois que les délégations se succèdent, mais se ressemblent dans le fond. L'approche congolaise visant à sanctionner le Rwanda n'aboutit toujours pas. Vous avez de manière assez partagée une vision qui met l'accent sur l'aspect diplomatique, qui reconnaît de manière globale l'incursion sans parler d'agression. On ne peut pas parler d'incursion d'armée étrangère dans un pays sans parler d'agression. Et en matière de diplomatie, en matière de politique internationale, les mots ont tout leur sens. Le mot agression semble devenir un tabou et aucune délégation à ce jour ne parle d'agression. Puisque parler d'agression conduirait indubitablement aux sanctions. Le fait qu'on ne parle pas d'agression, qu'on parle d'incursion, ne met pas en avant le côté de sanctions qui devrait être donné au Rwanda. Et donc nous sommes vraisemblablement vers une logique de négociation qui se mettrait en place. Mais ce qui à ce jour n'avance pas, c'est la position de Kinshasa. Kinshasa ne semble pas encore très ouvert à une approche des négociations. Négociation avec qui d'abord? Avec qui? Parce qu'on a eu une négociation à Nairobi avec les groupes armés. Est-ce que la négociation va s'ouvrir? On voit les acteurs politiques à l'intérieur commencer à tirer sur la même corde pour avoir un dialogue plus large. Est-ce qu'on va vers un dialogue format plus large à Addis Abeba ou Sun City, et avec les conséquences du processus électoral, donc éventuellement une requalification et donc un glissement? Nous sommes dans une zone presque d'incertitude, mais il faut que le gouvernement s'assume. Ça veut dire, à un moment donné, c'est au gouvernement de dire, oui, nous levons l'option de dialogue, nous acceptons de dialoguer en proposant soit une feuille de route, soit un médiateur qui nous permette de construire une feuille de route vers aller vers un processus. Tant que Kinshasa hésite encore entre l'option militaire, parce que lorsqu'on va appeler l'Angola venir en rescousse, ça veut dire qu'on garde encore l'option militaire, même si l'EAC a échoué. Lorsque Kinshasa hésite à prendre l'option qui souffre maintenant, qui est l'option politique, on a ce petit flottement que nous avons aujourd'hui de manque d'orientation. Et c'est à ce moment-là que s'explique la phrase de Kinshasa doit s'assumer. Il faut que Kinshasa lève l'option. Soit c'est l'option, nous allons vers un dialogue, donc nous attendrons que les chefs d'État puissent par exemple se prononcer sur la question en levant une option claire et éventuellement en mettant en place une feuille de route qui pourrait ouvrir le processus. Soit alors l'option militaire est encore envisageable en espérant avoir des résultats qui lui permettent de négocier en position des forces peut-être dans un mois, mais ce serait à quel prix? Parce qu'on le voit, la ville de Goma aujourd'hui est asphyxiée. Le pont humanitaire qu'on nous propose, c'est essentiellement permettre aux gens de vivre encore dans des conditions assez acceptables à Goma. Mais les marges sont très, très, très limitées pour le gouvernement et malheureusement, nous sommes en train d'aller vers un schéma qui n'est pas favorable à ce que pensait Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que les Nations Unies, leur mission, c'est une mission de la paix, mais alors qu'ils rejettent la responsabilité à la République démocratique du Congo par rapport à la situation de l'Est, beaucoup voient de cela la complicité. Complicité, je n'irai pas jusque-là. Responsabilité, oui. Il ne faut pas oublier que lorsque beaucoup disent qu'il y a aujourd'hui une armée congolaise incapable de se défendre, c'est que les brassages n'a pas été une invention congolaise. C'était une proposition menée par tous les experts qui ont accompagné le processus congolais de réforme de l'armée. Ne pas oublier que notre réforme du système de sécurité a été accompagnée par l'Union européenne. Les projets existent encore, le projet EPOL existe encore, le projet ESSEC existe encore. Donc, ils ont une grande responsabilité dans ce qui se passe dans la réforme de la sécurité au Congo. Et donc, oui, il y a une responsabilité qu'il faut reconnaître, mais il y a également une part de l'armée congolaise sur nos propres questions intérieures, notamment en termes de sécurité. Si vous prenez, je l'ai dit la fois dernière ici, la loi sur le renseignement entre nos parlements, si vous prenez les mises en place militaires, c'est nous. Si vous prenez les problématiques de choix stratégiques, qu'il s'agisse du déploiement de l'état de siège, de la coopération bilatérale avec l'UPDF ou du choix de faire venir la force régionale, sont des choix de Kinshasa. Et donc, à un moment donné, c'est Kinshasa qui est responsable des choix stratégiques
qui sont déployés sur terrain. Et qu'il faut à un moment donné s'assumer sur le choix qu'on a fait, notamment sur les limites de l'état de siège, sur les limites de l'approche bilatérale du PDF, sur les limites de l'IAC et sur les orientations stratégiques sur le terrain. Ça veut dire que vous avez un commandement militaire sur le terrain, vous avez le gouvernement militaire sur le terrain, vous avez un commandement opérationnel intégré, vous avez autant de chaînes de commandement qui à un moment donné créent le flou sur qui commande quoi sur le terrain. Ça, c'est de la part de Kinshasa et le gouvernement devra à ce niveau-là s'assumer. Ensuite, il faudrait également rappeler que ce que nous sommes en train de subir, c'est également la responsabilité des Nations Unies. Si le Congo a accepté en 1994 les réfugiés rwandais, à l'époque, Marshal Mobutu n'en voulait pas, c'est parce qu'on nous a dit qu'il fallait, au nom du droit humanitaire, recevoir les réfugiés. S'il n'y a jamais eu de déploiement de la force de contingence canadienne qui devait sécuriser la frontière, le cordon humanitaire de la frontière, c'est la part de l'ONU. Et donc, il y a cette part-là qu'il ne faut pas éluder et laisser la balle, la patate chaude entre les mains de Kinshasa. Alors, puis Gérard, le Conseil de sécurité appelle les gouvernements à prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que ça sous-entend ou quelle analyse vous faites de cela? Oui, mais c'est parce que les gouvernements ou l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Vous savez, madame, dans la vie internationale, la communauté internationale ne remplace pas la responsabilité des États. Un État doit s'assumer. Et en réalité, le prolongement de cette vie au niveau de la communauté internationale ne vient qu'en appui, si vous voulez, en accompagnement. Les problèmes du Congo, ce n'est pas la France, moins encore les États-Unis, l'Allemagne ou je ne sais quel pays qui viendrait résoudre ces problèmes-là. Et moi, le est en train de le dire aujourd'hui. Tout ce qui a comme mise sur pied de tout ce que nous pouvons faire sur le plan stratégique, c'est le gouvernement congolais. Et en disant cela en termes de discours, le Conseil de sécurité n'a fait que rappeler à l'État congolais ce que cet État devrait faire en termes de responsabilités. C'est-à-dire quoi, faire la guerre? Non, mais écoutez, quand on dit prendre les responsabilités, ce n'est pas forcément faire la guerre. Il y a les options qui sont devant nous. Nous avons les options diplomatiques, nous avons l'option de la guerre, enfin l'option militaire également. Mais il faut voir quels sont les résultats que toutes ces options-là sont en train de donner aujourd'hui. Vous voyez, sur le plan diplomatique, les concepts ont tous leur sens. Quand on dit agression, quand on dit incursion, quand on dit guerre, quand on dit tout ça, ils ont un sens précis. Ce ne sont pas des concepts qu'on emploie comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, chez nous, nous parlons agression, mais on n'a pas encore réussi jusque-là à faire parler agression à la communauté internationale. Vous avez suivi Macron, depuis qu'il est venu ici, il a parlé ce qu'il a parlé, mais les mots de tout ce que nous attendions de lui en termes de condamner le Rwanda, il ne l'a pas fait. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut savoir avec qui nous sommes en train d'échanger ou de débattre. L'hypocrisie de cette communauté internationale, elle n'est pas à démontrer aujourd'hui. Vous allez vous rappeler, par rapport à la marche de l'histoire politique de notre pays, ici nous étions à la 40e fois qu'une délégation du Conseil de sécurité puisse venir ici. Une énième fois, à l'époque de Kabila, elle est venue ici, cette délégation, à plus d'une fois, toujours devant les mêmes circonstances et la même situation. Parce que c'est comme si nous étions en train de faire un cercle vicieux, nous allons et nous revenons, nous n'avançons presque pas, on est en train de tourner en rond. C'est ça le problème que nous avons. Et donc nous devons comprendre que la communauté internationale ne va pas remplacer nos responsabilités. Alors leur voyage ne servait à rien. Non mais attendez, c'est un bon déplacement. Ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Le pape était venu ici, Macron est venu, maintenant la délégation du Conseil de sécurité. Mais c'est à nous de comprendre que nous sommes en face des gens qui sont hypocrites. Et le même Rwanda qui nous fait la guerre est soutenu par les représentants de ces pays-là. Il faut qu'on se le dise. Ces pays-là, les représentants de ces pays-là, ils soutiennent les criminels Kagame. Et maintenant, c'est à nous de comprendre que s'il faut se battre, il faut se battre, madame. S'il faut opter pour l'option militaire, il faut le faire. Mais ils soutiennent les gars de Rwanda. Nous allons nous battre avec une force plus forte que nous. Oui. Les Nations Unies, dans leur histoire, il faut lire, il faut comprendre qu'ils privilégient toujours, elles privilégient les Nations Unies, si vous voulez, l'option pacifique, l'option de négociation, l'option de la paix. En tout cas, l'option militaire a été toujours le dernier rempart au niveau des Nations Unies. Mais au-delà de ça, c'est comme je l'ai dit, il faut que chaque État, dans ce concert des nations, puisse prendre ses responsabilités, notamment notre pays, par exemple. Moi, j'ai dit avec, soi-disant, les 21 000 $, ou tout ce que nous attendons là, députés, l'argent qu'on vole ici, par-ci, par-là, qu'on détourne, essayer un peu même de geler la situation.
Prendre même à la limite les 90% de notre budget, mettez ça dans l'achat de l'armement, mettez ça au niveau de la réforme de l'armée, mettez ça pour doter à l'armée les moyens qu'il faut. Parce que ce ne sont pas les hommes que nous manquons. Peut-être on a un petit problème autour de l'armement, mais les hommes, en tout cas les Congolais, ils sont là pour se battre contre les Rwandais. Et moi, je crois qu'en même temps qu'on peut continuer avec l'option diplomatique, parce qu'il faut dire que ça c'est vraiment Tshisekedi, mais en même temps on dit que ça a échoué apparemment, la diplomatie. C'est vous qui dites que ça a échoué. C'est vous qui dites que ça a échoué. L'action diplomatique est inscrite dans le temps. Elle est continuelle. Et on ne dit pas que ça a échoué parce que ça continue. Lorsque les Nations Unies parlent de négociations, c'est ça également aussi l'option diplomatique. Mais sur terrain, à l'interne, il faut organiser l'armée, doter l'armée des moyens qu'il faut pour que nous puissions faire face au Rwanda. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas les M23, c'est plutôt le Rwanda. Mais par rapport à la communauté internationale, on connaît l'hypocrisie de cette communauté, il ne faut pas trop faire confiance là-dessus. Mais lorsque vous dites que les Nations Unies privilégient les négociations, pourquoi au niveau de l'Ukraine, on ne met pas aussi les négociations en avant? Bon, c'est ça le problème de cette communauté internationale, deux poids, deux mesures. Vous avez suivi au retour de Macron en France, l'opposition française, la société civile française, des personnalités, comment ils ont traité Macron de tout et de rien. Ça a toujours été comme ça, deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit des pays africains, on a un autre discours. Mais quand il s'agit de leurs intérêts au niveau de l'Ukraine et de tout ce qui se passe en Russie là, il y a aussi un autre discours. C'est ça avec ces gens ici. C'est ça avec la France, les États-Unis, c'est ça avec l'Allemagne, c'est ça avec ces pays-là. Et donc, à un moment donné, il faut aller dans le sens de ce que disait Thomas Sankara, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, arriver parfois à se dire que je peux partir, mais si c'est pour l'intérêt de tout le monde, il n'y a pas de problème, l'histoire en parlera. Parce qu'avec ces gens, jusqu'à ce que Moukile Koufati Yeswazonga et Rosalara Bongo, la France et les États-Unis. Et donc, si on ne prend pas nos responsabilités en main, et si on ne se dit pas qu'on peut se dépasser, alors on va continuer à subir cette autre forme d'esclavagisme que nous sommes en train de vivre. Alors, merveille, prendre nos responsabilités, c'est-à-dire que le voilà MONUSCO doit partir, parce que ça ne servira plus à rien, parce que nous devons prendre nos responsabilités, c'est-à-dire que l'EAC doit également partir, la force régionale, c'est-à-dire que même l'armée angolaise ne va rien faire en République démocratique du Congo. Je crois que pour une fois sur ce plateau, nous allons tous parler le même langage, parce que j'ai vu mes co-débatteurs, en tout cas, aller dans le sens de réveiller l'État congolais, de réveiller nos dirigeants. Moi, je l'ai toujours dit que les saluts, la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Et l'arrivée de Macron l'a prouvé. Ils l'ont dit ici, on a attendu que Macron condamne le Rwanda, cite le Rwanda, annonce des sanctions contre le Rwanda. Emmanuel Macron nous a rappelé que ce n'est pas à la France de venir résoudre les problèmes des Congolais, ce n'est pas à la France d'assurer l'intégrité territoriale de la RDC. Nous avons vu la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies arriver ici au Congo. Je crois que la plupart des journaux, la plupart des médias de la RDC n'ont pas fait allusion à cela. Ils ont soulevé un point important. Ils ont rappelé à la RDC que ce n'est pas aux Nations Unies, ce n'est pas à la communauté internationale de venir résoudre les problèmes des Congolais. Nous devons nous assumer à peu près, comme l'a dit puis Gérard Elenga. Et ici, il faut savoir que c'est un problème d'intérêt. Les États sont des monstres froids. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Vous vous posez la question, mais pourquoi... au Congo, il n'y a pas d'intérêt. Attendez, vous vous posez la question, pourquoi est-ce que l'Union européenne, pourquoi est-ce que la communauté internationale sanctionne la Russie et pas le Rwanda? Mais écoutez, parce qu'il y a les intérêts de la communauté internationale au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine, en fait, c'est un pays stratégique pour permettre à la communauté internationale de déstabiliser la Russie. Et vous savez que la Russie aujourd'hui, c'est une puissance. La Russie aujourd'hui combat et côte à côte avec les États-Unis d'Amérique et autres. Et leur premier combat, c'est de déstabiliser la Russie parce que la plupart des pays africains recourent à la Russie lorsqu'ils ne trouvent pas satisfaction auprès de l'Union européenne ou auprès de l'Amérique. Revenons au niveau de l'Afrique en parlant des intérêts. Mais écoutez, aujourd'hui, la France, les États-Unis trouvent leur compte au niveau du Rwanda et non à la RDC. Leur objectif, c'est quoi? C'est de nous déstabiliser pour exploiter
nos minéraux, nos ressources naturelles. Aujourd'hui, les téléphones que nous avons, même les micros, même les caméras que nous avons, si vous interrogez l'histoire, on vous dira que tout vient de la RDC. Tout vient de la RDC. Et ils nous ont infiltrés au plus haut point. On a vu le procès de ce député qui a été, qui est en fait, il faut que je le dise ainsi, l'allié de Kagame. C'est lui qui opérait ici, au Congo, pour le compte du Rwanda. C'est même lui qui, en fait, jouait le relais entre Kinshasa, entre la RDC et Kigali pour la vente des uraniums et autres. Ça a été démontré. Ça a été démontré. Ça veut dire que c'est à nous, la RDC, de nous imposer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire, mais non pas face à ces propos, premièrement, face à ces déclarations. Premièrement, il faut avoir des bons alliés. Des bons alliés. Moïse Katumbi l'avait dit avant, et je vois aujourd'hui, en fait, le gouvernement congolais, le président de la République, a embrassé cette option-là. On disait qu'à la place de l'EAC et des Nilotiques, c'est mieux de recourir à la SADC. À la SADC, c'est mieux de recourir à l'Angola, à l'Afrique du Sud, etc. Mais nous, on a préféré aller auprès de ces Nilotiques qui, aujourd'hui, nous créent de sérieux problèmes parce qu'en réalité, c'est eux qui sont à la base de l'insécurité à l'Est. Mais nous allons auprès des mêmes personnes pour nous aider à résoudre ces problèmes. Mais nous ne faisons qu'aggraver la situation. L'histoire nous rappelle que Mobutu, dans les conflits entre Mobutu et Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'Angola, si je ne me trompe pas, a joué un rôle très important pour mettre fin à la dictature. Le Rwanda, l'Ouganda et les autres n'ont jamais, j'ai bien dit, jamais soutenu la RDC parce que la RDC déstabilisée, c'est à l'avantage de ces pays-là. Donc l'Angola n'a pas d'intérêt, l'Angola est impartial. L'Angola a des intérêts parce que dans les relations internationales, je l'ai dit ici, que ce sont des intérêts. Mais sauf que les Angolais n'ont pas des ambitions expansionnistes. Alors que les Nilotiques, ils n'ont pas d'espace. Écoutez, en Angola, il y a de l'espace. Hein. Ils ont des minéraux là-bas, ils ont du pétrole, ils ont presque beaucoup de choses, ils ont les diamants. Mais est-ce qu'au Rwanda, il y a quelque chose? Il n'y a rien. Le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, alors qu'ici, le Congo, c'est l'Eldorado, où ils peuvent tout prendre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est auprès de ces personnes-là que vous allez chercher secours. Alors que l'Angola peut vous aider dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est ça les relations sans intérêt. Alors Christian Bobeta, non, avec intérêt. Madame, je voulais placer une phrase par rapport excusez Christian. Bon, je sais. Oui, quand Katumbi dit quelque chose de bien, il n'est pas mauvais qu'on puisse si vous voulez, appuyer cela. Hein, c'est tout à fait normal. Mais écoutez, au-delà de toutes ces options-là, je vous ai toujours dit que de tous les Congolais, le mieux informé ou le mieux renseigné, c'est le président de la République. Et il en sait plus que nous. Et quand il opte pour un tel axe, il sait pourquoi. Alors, je voulais plutôt dire quelque chose à ce que Merveille a dit. Oui. Le pro-rwandais là, hein, votre député, le pro-rwandais. Mwamba Chouchou, c'est comme ça son nom. Le monsieur doit avoir honte. J'ai vu même sa femme là assise, un monsieur pareil, dans une période d'un musée, je ne sais pas où il se trouverait aujourd'hui. C'est tellement grave que quelqu'un qui se dit, ou quelqu'un qui est entre guillemets député national congolais, se retrouver dans ce genre de choses. Donc c'est lui le collaborateur de Kagame, c'est lui qui est au centre de tout ce qui se fait ici, qui relaie les positions de Kagame, qui est dans la vente de l'uranium, tout ça et consort. Et les preuves sont là parce qu'on a pris ce qu'on a pris dans sa parcelle. Donc je me dis, je ne sais pas à quel niveau nous sommes infiltrés. Et moi je crois que ces messieurs, j'allais prononcer des mots qui sont trop forts ici, mais non, pas des mots forts. Attendez, pas des mots forts. Je ne prononce pas, je me réserve, je dis j'allais prononcer, mais au moins un monsieur pareil mérite une réclusion à perpétuité. Et à la limite, ceux qui pensent à Congolais, je ne sais pas, aller les jeter si c'est où, et qu'ils ne soient plus de cette terre de ces pays.
Parce que ça, c'est insupportable. Et quand je vis et j'ai suivi, j'ai dit c'est insupportable. Et voilà des sorciers. Ce sont ces genres de gens. Merci, puis alors, Madame Christian je voulais juste Moleka. apporter quelques éléments de précision. Vous savez, la 5e colonne, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai comme l'impression que le Congolais se réveille aujourd'hui. La 5e colonne a toujours existé depuis Clausewitz. Ça veut dire l'ennemi intérieur existe. L'ennemi intérieur a toujours existé dans tous les pays du monde. C'est pour ça qu'il y a le contre-espionnage. Oui. Ça nous sommes en train de dire, nous-mêmes Congolais, que nous ne sommes pas dans les capacités de développer le contre-espionnage chez nous ou la sécurité intérieure. Mais si il y a ce travail-là, mais systématisons le travail sécurité intérieure, systématisons le contre-espionnage pour donner les capacités de réponse à ce problème-là. Arrêtons de pleurer. J'ai vu l'ami à Sensé, l'Angola. Les gens oublient qu'on a eu un conflit il n'y a pas longtemps à Kayemba autour de la borne avec l'Angola. Les gens oublient que nous avons un contentieux sous la zone d'explosion pétrolière avec l'Angola, que l'Angola a déployé sa marine militaire pour nous empêcher d'avoir le pétrole. À court terme, l'Angola est un allié peut-être pour une sortie de l'AC. À long terme, c'est un adversaire stratégique. N'oubliez pas que depuis l'époque du maréchal Mobutu, nous avons toujours eu des tensions entre Kinshasa et l'Angola, qu'il s'agisse de l'enclave de Cabinda ou de la gestion autour des pétroles onshore. Donc notre réponse, ce n'est pas les voisins. Notre réponse, c'est à court terme, en soutien diplomatique, initiative du chef de l'État. Que le chef de l'État prenne l'initiative. Qu'il lève les options. En 2013, lorsque Goma est tombé, le président sortant avait organisé les concertations nationales. Mettre les Congolais autour de lui pour avoir un front commun à l'intérieur fort. Que les acteurs majeurs puissent avoir un même regard sur les questions. Que le chef de l'État lève l'option en disant, voilà, moi, chef de l'État, j'appelle tous mes frères à se mettre autour de moi pour que nous ayons un front à l'intérieur commun. S'il faut faire la guerre, tous les Congolais sont d'accord pour faire la guerre. Mais une maison divisée, même si vous allez en guerre, vous la perdrez. Donc il faut d'abord des négociations à l'interne. Il faut qu'à l'intérieur, les chefs d'État prennent l'initiative, soit de rassembler autour de lui, soit de mettre en place un cadre qui permette aux Congolais de parler entre eux et d'avoir une position commune. Si c'est la nation qui va aller en guerre, c'est toute la nation qui doit aller en guerre rangée. Mais l'armée aussi doit être prête. Hein. En même temps, doit mettre en place oui. les soutiens nécessaires à l'armée. Pas uniquement budgétaires, puisque nous avons beaucoup parlé des chiffres, mais également mettre les profils qu'il faut au niveau du commandement. Clarifier la chaîne de commandement. Ça, ce sont des choses qui ne dépendent que de nous, qui ne dépendent pas des autres. Si le gouvernement ne décide pas d'élever les options à l'intérieur, de mettre en place une table où les Congolais vont parler, il y a des questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Oui, dans un pays, tout le monde ne peut pas être d'accord sur toutes les questions. Mais il y a des questions sur lesquelles les Congolais doivent être d'accord, notamment sur ce qui se joue aujourd'hui. Il s'agit du destin de toute une nation. Et c'est au chef de l'État de prendre l'initiative. Et pas à quelqu'un d'autre. S'il estime qu'à son niveau, il ne sera pas rassemblé, il peut lancer une feuille de route qui nous amène vers un médiateur qui permet un cadre. C'est toujours Carter qui réunit, les Nations Unies viennent réunir, mais ils ont des agendas qui ne sont pas des agendas congolais. Nous laissons nous-mêmes l'initiative diplomatique à d'autres. Ne soyez pas surpris, lorsque Carter réunit ou lorsque les Nations Unies réunissent, d'avoir des agendas, tout le monde parle des complicités, que nous ne maîtrisons pas. Reprenons l'agenda. Mais répondre l'agenda veut dire l'initiative politique, c'est le chef d'État qui le répond. Pour permettre aux Congolais de se réunir eux-mêmes autour de leurs propres problèmes et de parler. Qu'il y ait des négociations qu'a évoqué les Nations Unies, mais à l'interne, c'est ça? Moi j'appuie que l'initiative soit congolaise. Nous avons une initiative à Luanda qui n'a pas abouti. Nous avons une initiative à Nairobi qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, nous avons une initiative qui vient de l'ONU. À quand est-ce que nous aurons une initiative congolaise? Parce qu'il s'agit des problèmes congolais. Tout le monde dit que c'est à vous de vous assumer. Mais c'est à nous de prendre l'initiative. Et pas toujours de subir l'initiative des autres. On a été à Nairobi, on a été en Angola, aujourd'hui on parle des Nations Unies, demain on va aller en Afrique du Sud. Ce sera des initiatives des autres. Mais il est avec les Congolais, ça aboutit toujours au partage du gâteau. Il est toujours temps aujourd'hui que les Congolais prennent l'initiative eux-mêmes du processus diplomatique et qu'ils parlent entre eux. Maintenant, le partage de postes. Oui, cette question de culture politique liée au partage de postes. Cette question existera. Pensez-vous que si nous allons aujourd'hui vers un dialogue porté par les Nations Unies, qu'on va éviter le piège du partage de postes? Pensez-vous réellement qu'un dialogue porté par les autres nous fera éviter ça? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nous assumions nous-mêmes notre capacité à nous mettre autour d'une table et de parler. Vous savez, je vais citer par là, il est nécessaire de continuer l'option militaire
pour permettre à la République de négocier de bonnes conditions, tout du moins même dans une approche défensive. Il est nécessaire de continuer à soutenir nos FARDC pour que la nation n'aille pas négocier à genoux. Mais il est nécessaire également que d'un point de vue politique, l'initiative soit reprise en interne et que nous ne laissions pas toujours à d'autres le contrôle de l'initiative. Alors Merveille, vous semblez pas être d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour un dialogue, hein, mais j'aimerais préciser les choses. Il faut qu'il y ait d'une part le dialogue, de l'autre côté les élections dans les délais. Vous savez pourquoi? Pour éviter justement ce qu'il appelle, ou ce que vous appelez le partage du pouvoir. Parce que après 2023, normalement, selon la Constitution, notre président sera dans l'illégitimité. Parce qu'il y aura des contestations, il y a dépassement des délais constitutionnels. Si nous arrivons à ce stade-là, les politiciens risquent de privilégier le côté partage de pouvoir, etc. C'est ce que nous ne voulons pas, parce que la population ne trouve pas son compte. Il y aura partage du pouvoir, il y aura les mêmes têtes qui vont revenir, Léo Lengankoi, vous allez voir les Lisanga Bonganga, les mêmes personnes vont revenir et ils vont se servir pour les élections. Vous comprenez? Entre-temps, il y aura toujours le problème de l'électricité, il y aura toujours le problème des transports, il y aura toujours le problème des ventes. Oui pour les dialogues, parce que nous devons trouver la solution. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le problème, la solution doit être trouvée d'abord à l'interne. Mais en même temps, d'accord pour l'organisation des élections dans les délais. Avec une partie du pays amputée. Quelle partie du pays? Avec rapport à la guerre. Aujourd'hui au Nigeria, il y a le Boko Haram, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas eu élection, j'ai vu tout récemment le président nigérian en train de danser la musique nigériane. Ça ne pose pas de problème. Nous devons avoir les élections. Parce que s'il n'y a pas élection, le président de la République aura échoué en tout et pour tout. Parce que déjà là, ça pose problème. Il n'a pas résolu le problème de l'insécurité. Aujourd'hui, le problème social, aujourd'hui, les transports en commun. Vous avez tantôt l'hôtel des villes qui vous fixe les prix à autant. Mais entre-temps, les prix du carburant n'a pas baissé. Et vous demandez aux chauffeurs de taxi, aux taxis de baisser les prix alors qu'ils achètent les carburants chers. Et ils ne respectent même pas ces chauffeurs. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est baisser d'abord le prix du carburant. Rassurez-vous que les prix du carburant soient baissés. Et ensuite, vous faites le suivi. Mais quand ils achètent les carburants, par exemple, à 3 000 francs ou à 5 000, je ne sais pas, et vous leur demandez de baisser les prix, 600, 700 francs. Mais ce n'est pas résoudre le problème, ils vont s'entêter. Et malheureusement, l'État congolais n'a pas de taxis, n'a pas de bus pour, en fait, arriver à décourager la pratique des chauffeurs, des chauffeurs de taxi. Parce que si l'État avait des moyens, l'État pouvait mettre en circulation des bus pour en fait arriver pour éviter les problèmes de manque de transport, comme à peu près l'a dit mon co-débatteur de droite. Donc voilà, je suis pour les élections dans les délais, mais aussi pour un dialogue. Pour un dialogue aussi. Mais des bonnes élections, résoudre les problèmes à la fin, on a en vérité des Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle toujours des mauvaises élections? Pourquoi on doit toujours nous parler des mauvaises élections? Ils doivent se rassurer de nous mettre en place les animateurs de la CENI compétents. Quand j'ai dit ils doivent se rassurer, là je parle des confessions religieuses, je parle de toutes les couches, parce qu'en réalité ce n'est pas le président de la République qui choisit le président de la CENI. Merci Merveille Gérard. Par rapport à l'arrivée des troupes angolaises, on dirait que les RDC ou les FARDC sont devenus des forces assistées. Finalement, il y a des Burundais qui sont là, on a trouvé une solution, on va encore envoyer d'autres troupes. Bon, il y a une remarque directe, en direct de l'antenne. L'émission a 45 minutes. Je crois que Doudou Montire... Là, on va voir après. Attendez, je fais cette demande de ça ici. Les chefs de programme ici, les directeurs de programme doivent tenir compte de ça. 15 minutes divisées par 4 personnes, 3 invités plus la présentatrice. Vous voyez déjà que ça pose problème. Là, soit l'émission doit avoir des invités avec la présentatrice, nous allons revoir l'émission à 60 minutes. C'est important parce que j'estime qu'il faut venir dire des choses pour que les gens suivent et pour comprendre quelque chose au lieu de les dire dans la précipitation. Ça, c'est important.
Mais maintenant, par rapport à la question du glissement et à la question du dialogue. Écoutez, le dialogue a été toujours une vertu dans la culture démocratique. Les gens ne peuvent pas rester à vase clos, et surtout sur le plan de l'univers politique. S'il y a des problèmes, il faut toujours chercher à échanger et à discuter là-dessus pour trouver des solutions communes. Mais le contexte congolais est que lorsqu'on parle du dialogue, si vous voulez dialogue politique, on voit tout de suite le partage du pouvoir. Et on met de côté des problèmes majeurs qui se posent au niveau de la nation, pour lesquels on devrait d'ailleurs trouver des solutions. Alors, la seule élection où le délai est constitutionnel, c'est l'élection du président de la République, où on donne le délai de 5 ans après, on doit organiser les élections. Moi, personnellement, ça c'est un point de vue qui me concerne comme citoyen congolais, je crois que je ne suis pas pour un dialogue allant dans le sens de partager les pouvoirs. Parce que dans ces pays, nous avons des politiques presque inutiles, c'est ça le mot, des coopérants politiques comme les Lisanga Bonganga, les Olengankoy et consorts là. Une fois qu'on parle... Ils ne sont pas les seuls, hein. Ils sont nombreux. Parce que Moutroba Lisanga, il peut être élu encore. Lisanga élection, il peut être élu. Sa base, là. Olengankoy, il va voter Wapi. Je viens d'Issankourou, on peut voter Olengankoy où? Donc ce sont des coopérants politiques qui n'attendent que des situations comme ça pour sauter dessus. Alors on va partager le pouvoir. Ata qui premier ministre, Abimata Ouissier, mais pourvu qu'Azalaga avoir le pouvoir. Alors là, moi je suis farouchement opposé et je n'accepte pas ça. Et nous l'avons dit au président de la République, parce que c'est son premier mandat. Ces histoires de dialogue, tout ça et consort, le premier mandat, ça ne passe pas alors que Tshisekedi est résolument inscrit sur la logique des élections. Moi, je crois qu'on peut privilégier les deux. S'il faut, je les ai vus. Bazagui a marché avant-hier, l'opposition. J'ai vu les discours, c'était intéressant parce qu'il s'agit de notre pays. J'ai toujours dit qu'il y a des questions qui doivent transcender nos appartenances et nos penchants et voir seulement l'intérêt de la nation. Les cas de l'agression rwandaise, par exemple, ici, il n'y a pas une question de l'opposition de la majorité de la société civile. Parce que devant cette situation, même si c'est Katumbi qui était président, même si c'est Fayoulou qui était président, même si c'est qui encore là, Matata Tampo qui cherche aussi à devenir président, même si Kabila par magie revenait, il serait confronté à la même situation et on serait devant les mêmes difficultés. Et c'est là où j'ai toujours dit aux politiciens qu'ils comprennent. Ce ne sont pas tous les avantages qu'ils ont qui doivent passer avec la nation. Il est ici une question de notre histoire, de la survie de la nation, des générations futures. Qu'est-ce qu'ils diront de ce que nous, on a fait de ce pays avant qu'eux ne puissent arriver? Le dialogue pour parler pays, pour parler sécurité, pour parler toute cette tentative de balkanisation, pour parler l'intérêt commun, je suis d'accord. Mais le dialogue pour le partage du pouvoir, pour que les chômeurs comme les Lisanga Bonganga et consorts reviennent encore à la mangeoire, je m'oppose à ça et je dis, d'ailleurs cette question de glissement, elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Qui vous a parlé de glissement? On va glisser où? Qu'est-ce qui prouve qu'on va glisser? Parce que la CENI est encore dans son calendrier, les opérations préélectorales continuent, et nous sommes encore au mois de mars, il nous reste encore 10 bons mois pour qu'on arrive aux élections. Vous nous parlez de glissement maintenant. C'est ça les Congolais, c'est ça les politiques congolais. Élection à Kogarate, si tu ne passes pas dans des combinaisons un peu floues là, c'est le dialogue, c'est machin, ainsi de suite. Moi, je m'oppose au dialogue par rapport alors qu'il y a des négociations dont tu as cité les négociations, ce n'est pas pour se partager les pouvoirs. Vous avez déjà vu la position du Parlement par rapport à cette histoire de réintégration, brassage et mixage. Ça nous a amené où? L'armée est remplie par les Rwandais, au plus haut niveau. La police par les Rwandais, les services de renseignement par les Rwandais. Un pro-rwandais vient d'être arrêté, les députés là. Donc nous sommes infiltrés par rapport à cette histoire ici. Et on ne va pas continuer à laisser ça comme ça. Moi, les gars disaient quelque chose d'important. C'est l'intelligence qui fait développer une nation. Plus on sera là avec des sentiments, on prendrait les vendeurs de pain pour les classer dans des postes de responsabilité. Sans pour autant faire développer l'intelligence, on va être bloqué. Il faut faire évoluer, faire développer le contre-espionnage. Les grandes nations évoluent comme ça. Nous savons que nous sommes infiltrés. Bravo à la mer. Parce qu'un tel député, je ne sais pas, il a agi pendant combien de temps pour qu'on arrive à mettre la main sur lui. Voyez-vous. Et donc, il faut développer le contre-espionnage. Et par rapport à l'axe politique, moi, je dis qu'on peut aller au dialogue. Si seulement ils sont patriotes, tous ces autres-là, pour parler pays, trouver des solutions de l'Est, mais pour le partage du pouvoir,
Nous avons dit au président, n'acceptez pas cela. Vous n'êtes que dans votre premier mandat. Et je sais que si on va aux élections, Tshisekedi va passer pour un deuxième mandat. Et on ne peut pas commencer avec des conciliables, des trucs comme ça pour aller à un éventuel dialogue qui, avec tous ces gens que je vois, ne viendra que pour qu'on parle le partage du gâteau. Merci. Vous savez, merci. Pour terminer, là où je ne suis pas d'accord, ça je dois le dire. C'est déjà la fin. Oui, c'est la fin, oui. Là où je ne suis pas d'accord, lorsque puis Gérard dit que s'il y a élection, Tshisekedi passera sans problème. Alors ça, c'est selon lui. Oui, je sais, selon lui, mais... Moi, je parle de ma conviction. Toi, je sais que tu vas parler de Katumbi. C'est pas un problème. Voilà. Moi, dans mes convictions, moi, je veux être conscient qu'il y a des sérieux... Quand des sérieux problèmes existent. S'il vous plaît, on va passer sans problème. Est-ce que Tshisekedi a réussi à résoudre les problèmes de la faim au Congo? Est-ce que Tshisekedi a réussi? Attendez, qu'est-ce que Tshisekedi a trouvé? Il a trouvé quoi? Et un président. Qu'est-ce que tu sais qu'un président? Il travaille là-dessus, monsieur. Un président lorsqu'il vient, ce n'est pas pour se plaindre. Ce n'est pas pour rappeler. Ce n'est pas pour se plaindre. Le président va venir pour résoudre le problème. Pas pour rappeler. Voilà ce discours de Baboji. Voilà ce discours de Baboji. Ce n'est pas un discours. Ils auront des bâtons magiques. Si le prochain vient et qu'il n'arrive pas à résoudre les problèmes de la population, je me mettrai sur le même plateau pour dénoncer. Et maintenant là, il n'arrive pas à résoudre les problèmes. S'il vous plaît, il faut l'accepter. Ne venez pas avec s'il vous plaît, Gérard, je dis ceci. Merveille Irenge, je dis ceci. Je dis ceci. Nous sommes dans un pays où nous avons des problèmes que nous avons. Ça ne demande pas de bâton magique. Tu sais qu'elle est en train effectivement de travailler. Quel est ce candidat qui pourrait venir aujourd'hui dire que moi je viens, faites-moi président de la République pour aller au détournement? Mais il est arrivé. Il est en train de arriver. Il a fait un trou de sang. Non. Que vous ça ne va pas. Il est arrivé. Monsieur. Je ne reconnais pas qu'il y a des problèmes sérieux dans le pays. À ce niveau, il est arrivé. À ce niveau, il est arrivé, mais il a détruit au lieu d'arranger. C'est ça le problème. Il a détruit quoi? C'est la fin de kiosque. Non, écoute, attends, il a détruit quoi? Vous n'êtes pas à la même heure. Il a détruit quoi? Les dollars, il a trouvé les dollars. Aujourd'hui, les dollars est à combien? Dans la République, est à combien? Dans la République, dans Matadona. Non, mais c'est sa gestion. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais c'est grave. Mais c'est lui d'un intellectuel de non. Écoutez, expliquez aux Congolais, il y a mauvaise gestion lorsqu'il y a des problèmes économiques. Et c'est ce qui cause en fait la hausse.